Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Arnaud Piéton. Bonjour, vous êtes le directeur général de Technip Energies, ingénieriste spécialisé dans l'énergie, à commencer par le GNL, mais aussi l'hydrogène, la chimie, la gestion du CO2. On va en parler. 17 000 personnes dans 34 pays. Vous venez de publier vos résultats ce matin. Bénéfice net en hausse de 31%. C'est un nouveau groupe aujourd'hui, Technip Energies, par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Un groupe qui est positionné aujourd'hui essentiellement sur le gaz et le GNL. Là-dessus, votre activité est très fortement en hausse. Alors, Technip Energies, c'est une société qui a 4 ans, on a tout juste 4 ans. On a 17 000 personnes, surtout des ingénieurs. Il y a 4 ans, on a créé Technip Energies, on s'est dit on prend les mêmes, mais on ne recommence pas. C'est-à-dire qu'on a dirigé notre activité vers le gaz, en particulier l'énergie, donc le gaz, les dérivés de l'énergie, l'éthylène, l'ammoniac, qui sont les engrais, la décarbonation et la circularité. Et effectivement, nos choix payent, parce que notre stratégie se traduit par des résultats très positifs, une très belle année 2024, et avec des résultats en croissance. Et notamment dans le GNL, où on a et on maintient une position de leader de par le monde. Il y a environ 200 millions de tonnes en construction de GNL futur, en construction de par le monde. On réalise environ 40% de ces infrastructures de par le monde. Parce que vous travaillez, il faut le dire, sur des méga projets dont vous faites les infrastructures, par exemple les trains de liquéfaction. Pour justement le GNL, il y a 2 usines en Bourgogne, c'est ça que vous fabriquez. Aujourd'hui, le marché du GNL, il est en pleine expansion aux États-Unis, mais aussi au Moyen-Orient. Le marché du GNL est en expansion. La construction de la capacité de liquéfaction de gaz est en expansion. Alors, Technip Energies, c'est 450 projets en cours d'exécution, mais effectivement, nous avons des méga projets. Les plus gros projets sont au Qatar, notamment, pour Qatar Energy. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les sites de production, de construction des trains de GNL, Technip déploie jusqu'à 40-45 000 personnes, donc bien au-delà de la taille propre de l'entreprise. L'usine que nous avons en France à Sens, c'est une usine très spécialisée qui fabrique des équipements un peu pointus, des bras de chargement et déchargement des produits, notamment le GNL, mais aussi on a développé une gamme pour le CO2 liquéfié, donc des technologies de pointe. Le GNL est un marché qui continue à croître. Donc, j'allais dire, le gaz naturel liquéfié, c'est un peu addictif au sens où on s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine que le GNL est beaucoup plus flexible que du gaz acheminé en Europe au travers d'un pipeline. Donc, le marché du GNL continue à croître. La capacité de liquéfaction, la construction de nouvelles infrastructures continue à avancer avec des nouvelles décisions d'investissement attendues encore cette année et l'année prochaine pour atteindre, on l'espère, enfin on le pense, autour de 800 millions de tonnes de capacité de liquéfaction globale de par le monde d'ici à 2030. Aujourd'hui, on est à 500. Il y a 200 millions de tonnes en construction. Donc, il y a encore une centaine de millions de tonnes dans lesquelles investir pour, j'allais dire, amener à capacité la production mondiale. Et la demande sera là. Et la demande sera là. Il faut se souvenir que le marché du GNL, c'est un marché qui a toujours été mené par l'offre plutôt que la demande. Donc l'offre est toujours un peu en avance par rapport à la demande. Donc il y a toujours un peu de surproduction à un moment. Il y a toujours parfois un peu de surproduction, ce qui amène une baisse de prix, mais qui attire de nouveaux clients, qui ensuite restent et sont pérennes. Est-ce que vous avez peur que les prix s'effondrent quand même, plus que de raison, en augmentant les capacités de production très fortement, comme le veut Donald Trump, sur le GNL et sur le pétrole ? C'est un risque, mais pour Technip Energies, en fait, Technip Energies n'est pas tellement sujet aux variations de prix du GNL. Nos clients, quand ils prennent leur décision d'investissement, c'est sur la base d'une perspective à très long terme. Donc en fait, une infrastructure GNL, une fois que l'investissement est pris, il faut entre 7 et 8 ans pour la mettre en production, et ensuite elle va durer pendant 40 ans. Donc nos clients regardent le monde 2040, 2045, 2050, pas tellement le prix des commodités à court terme. Autre technologie sur laquelle vous êtes très investi, c'est la captation de CO2. Oui. Vous venez de signer un contrat au Royaume-Uni très important. Qu'est-ce que vous allez faire précisément et à quel point vous croyez à cette technologie sur laquelle parfois il y a des doutes, notamment sur l'échelle de captation de CO2 ? Alors, le projet que nous avons signé s'appelle Net Zero Teesside. Il faut se souvenir que Technip Energies, en 2024, la plus grosse prise de commande, elle n'est pas sur le GNL, elle n'est pas sur les produits dérivés de l'énergie, elle est sur la captation de CO2. C'est votre plus gros contrat ? Notre plus gros contrat.
Donc en 2024, et ce qui confirme les orientations stratégiques de l'entreprise. Net Zero Teesside, c'est une centrale à gaz qui va produire de l'électricité, centrale à gaz de dernier cri qu'on va construire, associée à de la captation de CO2. Donc 100% du CO2 émis par cette centrale va être capté, sera renvoyé dans un pipeline, voilà, et séquestré dans les réservoirs de la mer du Nord. Ça va permettre de fournir de l'électricité propre, décarbonée, à plus d'1 million de foyers en Grande-Bretagne. Donc la captation de CO2, ce n'est pas la solution à tout. Par contre, pour la génération d'électricité à partir de gaz ou la génération d'électricité à partir de déchets et d'autres pans de l'industrie, c'est la seule solution qui existe aujourd'hui pour décarboner. Donc à partir du moment où la capacité de séquestration existe, donc des réservoirs capables de recevoir le CO2, bah pourquoi s'en priver ? Une solution parmi d'autres, en fait. C'est une solution parmi d'autres, et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on essaie de promouvoir. Il ne faut pas du tout ségréguer ou opposer les solutions. Il faut avancer tout en... Ces solutions sont complémentaires, que ce soit l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, la captation de CO2, l'électrification, l'efficacité énergétique. Tout ça, ça doit avancer ensemble. Alors comment vous voyez là-dedans la stratégie européenne qui, elle, n'a pas justement toujours cette vision multitechnologique qui fait des choix en disant ça sera la voiture électrique ou ça sera rien, qui parfois recule sur les questions de décarbonation. Comment vous voyez l'ambiance actuelle ? Je regrette une forme de manque de pragmatisme sur l'Europe, parce que, encore une fois, il ne faut pas mettre en opposition les solutions, il faut plutôt les combiner. Et la réalité est que la captation de CO2 et d'autres solutions sont les seules solutions pour décarboner certains pans de l'industrie. Et moi, j'appellerais de mes voeux que l'Europe sème un peu plus, si je puis dire, parce qu'en Europe, on a les capacités de stockage de CO2, on a du gaz, on a du renouvelable en quantité qui augmente, on a le nucléaire. Donc tout ce que, j'allais dire, les États-Unis mettent en avant pour augmenter leur compétitivité, l'Europe l'a en quelque sorte. Mais j'ai l'impression qu'elle s'en prive pour des sujets ou des raisons de dogmatisme et de manque de pragmatisme. Et donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un peu plus de pragmatisme. Mais qu'est-ce qu'il faut changer concrètement ? Est-ce que c'est la question de la régulation, de la réglementation ? Est-ce que vous faites partie de la liste des patrons par exemple, oui, qui râlent là-dessus ? C'est les sujets de la réglementation. Je vais prendre un exemple. On parle beaucoup des carburants d'aviation durable. Donc les vous êtes aussi là-dessus. On est aussi là-dessus, puisqu'on on réalise l'infrastructure du numéro 1 mondial, le producteur de SAF, qui est le finlandais Neste. C'est une technologie qui est passée par nos laboratoires et que nous industrialisons pour l'amener à l'échelle. Bon, sur les e-fuels, donc la recombinaison de l'hydrogène, génération d'hydrogène à partir d'électrons, d'électricité verte, et puis recombinaison avec du CO2 pour faire des carburants liquides. En Europe, par exemple, aujourd'hui, pour permettre la production d'e-fuel, il faut que le CO2, enfin le CO2 qu'on recombine, soit d'origine biogénique. Bon, un CO2 biogénique, c'est rare et c'est cher. Donc ça rend les e-fuels encore plus chers qu'ils ne le sont déjà. Il y a des pays de par le monde, des géographies, où ils se sont dit, bon, pour lancer l'économie des e-fuels, etc., on va accepter du CO2 industriel. On ne va pas se limiter au CO2 biogénique qui est très cher. Donc pendant un temps, le CO2 industriel, ça sera OK pour produire des e-fuels. En Europe, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a un manque de... C'est juste un exemple parmi d'autres, mais un manque de pragmatisme dans le lancement de l'économie de l'hydrogène et des carburants durables. Mais est-ce que vous avez l'impression, là, la Commission européenne a annoncé hier des mesures pour la réindustrialisation, de simplification, qu'on a une début de prise de conscience que certains disent que c'était trop timide, les annonces d'hier, qu'aux États-Unis on sort la tronçonneuse et que nous, on est plutôt au niveau du canif? Alors, c'est encore très frais, c'est sorti hier. Il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, les 100 milliards annoncés, là où on va les dépenser, c'est-à-dire sur la mobilité lourde, l'hydrogène. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens. Maintenant, la mise en application de tout ça, on va regarder ça avec les équipes. Et quand Donald Trump dit « venez chez moi, je fais porte ouverte, il n'y aura plus de questions réglementaires pour faire des projets industriels », vous écoutez la sirène, ça vous dit quoi ? Ce qu'on observe, c'est que dans le pipeline d'opportunités commerciales pour Technip Energies sur 2025-2026, il y a un grand contenu possible aux États-Unis. Donc, il y a les décisions d'investissement sur des projets aux États-Unis un peu plus qu'ailleurs. Donc, effectivement, on est tourné. Là, on est présent aux États-Unis avec environ 1500 personnes. On réalise déjà des projets, notamment de captation de CO2 aux États-Unis et de GNL. Donc, voilà, on reste attentif à ce marché qui sera un marché important pour Technip Energies dans les 2 années à venir, c'est certain. Merci beaucoup Arnaud Piéton d'être venu ce matin, directeur général de Technip Energies.